Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et donc on va parler du quatrième opus, La Coupe de Feu. Harry Potter et la Coupe de Feu, qui, résumé succinct de l'histoire, il y a un tournoi organisé à Poudlard, le tournoi des 3 sorciers, où arrive l'école de Beauxbatons et de Durmstrang. Donc première fois qu'on voit des nouvelles écoles. Mais avant d'en arriver là, il est important de parler, pour moi en tout cas, de la scène d'introduction du premier chapitre de ce bouquin. Juste une petite parenthèse rapide, parce que moi ça m'a hérissé les poils. Pour ceux qui ont vu que les films, dans les livres, Beauxbatons est mixte. Oui, tout c'est vrai, voilà. effectivement. Parce qu'en France, il n'y a pas que des sorcières. Non, bien dit. Bien. Il est important de remettre les choses à l'endroit. Non, mais sinon, c'est trop bizarre. Quoi. Oui. Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas d'hommes sorciers. Oui, mais Beauxbatons est très mal fait, fleur de la cour aussi, mais on en parlera plus tard. Normalement, elle est à moitié Vélane. Ouais, rien de Vélane. Vénale à la limite, mais c'est peut-être tout ce qu'on pourra trouver chez elle. Mais oui, la première scène justement de ce bouquin, où c'est Lord Voldemort qui prend place dans la famille des Gédusors, et où on comprend qu'il revient sur ses racines et qu'il se plante là pour fomenter son retour, en fait, quelque part, et on voit que de verre à ce moment-là, ainsi qu'un autre mange-mort qui, à ce moment-là, nous est encore inconnu, et donc qui tue l'ancien serviteur de sa famille. Et je trouve que cette scène-là, elle donne le nouveau ton. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois qu'on parle d'un bouquin. Le nouveau ton de la saga, un truc qui va être plus noir, qui va être plus dur, avec des morts. Ouais. Tout de suite. Et je trouve que c'est intéressant, et j'ai l'impression que dans le film, c'est un peu moins mis en avant. Déjà, on ne sait pas que c'est le château des Gédusors. Hein. Ah oui. Il me semble que sur le plan, on voit le cimetière en premier, non ? Ou ça non, arrive seulement au moment on voit du vraiment cimetière. Nagini qui passe comme ça. On voit la maison du jardinier. Oui, il y a le voit, gardien qui on voit le cuisine manoir, et qui se fait le château. interrompre. Mais on ne sait absolument pas que c'est le château des Gédusors. C'est les scènes d'introduction Pas du tout dans la saga de manière générale, les trucs d'introduction comme ça sont pas mal foutus. Il y a le Magicobus, en tout cas toute la scène avec la tente qui gonfle. Il y a le gâteau de Dobby aussi. Ouais, c'est vrai. Et dans le 5e, moi je pense que c'est mon ouverture préférée de la saga, où il est avec Dudley, qui est les détraqueurs qui arrivent, Ouais. qui pour moi est dans le film, l'ambiance est magnifique, c'est la canicule, ils sont sapés. Tiens d'ailleurs ça commence dans le bouquin, un peu dans le 3e, mais dans le 4e ça se voit aussi. Oui, c'est perturbant aussi. Commence à choper des c'est la sweats. bascule. Tu vois, ils sont habillés avec des sweats, avec des jeans, c'est En des moldu. ados. Ouais, plutôt Ils ont moldu. tu vois, puis même ils ont la cravate souvent qui est défaite, ce qui arrive pas du tout dans les Il premiers y a un films. certain laxisme. On voit que Dumbledore n'est plus trop là. Ouais. C'est vrai. Ou alors c'est l'expression finalement de l'adolescence peut-être. Oui. À mon avis, je le vois un peu comme ça moi. Mais du coup, il y a après ça la Coupe du monde de Quidditch, qui est complètement squeezée dans le film. Ouais, c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup, et c'est vrai que tout le début, je trouve, du film, maintenant que j'ai lu les bouquins, est vraiment complètement différent. Ouais. T'as beaucoup de passages qui sont... Je pense que c'est au moins 150-200 pages, la Coupe du monde de Quidditch. L'introduction. C'est vrai que c'est très long. Je ne sais hein. pas si j'irai jusqu'à autant, Non, mais en tout cas, peut-être c'est pas long. une centaine Il y a de pages, un je vrai dirais. contexte planté. Une grosse centaine de pages. Vous Il est plaisante. perturbant, cette édition de la Coupe de Feu en bleu, ça me perturbe. Pour moi, c'est rouge. Oui, c'est rouge, vrai. quoi. Oui, C'est pour ça que c'est j'étais en train rouge. de chercher dans C'est rouge ceux-là. avec Harry qui regarde de loin et 3 dragons derrière. Pas forcément, mais en tout cas, c'est Les pas buts de bleu, Quidditch. quoi. C'est alors attendez, on va regarder ça. Hein. La table des matières. Oui, c'est qu'après, à mettre dans un film, c'est pas forcément important, hein, voir toutes les Ouais, tentes de toutes c'est les pas couleurs fort. des sorciers. Bah, voir le- Mais il y a une le gardien ambiance, moldu du camping. Ils mettent, je suis d'accord, c'est une ambiance, mais Mais c'est oui. quand même, ça reste secondaire sur un film, quoi. Évidemment. L'important, c'est la Coupe du Monde, le fait que les mange-morts fassent n'importe quoi après. Après, ceci dit, je trouve que l'ambiance aussi de la Coupe du Monde, on l'a bien dès que, voilà, avec l'entrée dans cette arène monumentale, Qui est énorme, avec les ouais. équipes et les Ouais. musiques, encore une fois, la musique Par qui contre, fait tout. Ludo VRP. Ouais, voilà, Ludo VRP, quoi. C'est vrai que Ludo on le voit Verpé. pas du tout. Ludo du VRP, tout c'est dans quand les même un films, personnage, ouais. alors il est que dans le 4, mais il est quand même assez important dans le 4, et je pense que c'est dommage de On le l'avoir voit mis. tout le long. Oh, il est dans le 5 aussi. Il fait une petite embrouille avec Mondingus Fletcher.
je crois. Une histoire de chaudron avec des fonds trop fins. Non, c'est que Modingus transplane pour aller récupérer des chaudrons qu'il aurait achetés à Ludo Verpé, mais c'est une petite parenthèse. Ouais. Ok. Mais oui, mais après il s'enfuit. Ludo Verpé qui est en plus qui est un personnage qui est super cool parce que c'est un speaker, c'est un ancien joueur de Quidditch. Moi je le vois comme un rugbyman, tu vois. Genre pour moi c'est quoi. Wilkinson, tu vois. Ouais, Wilkinson. Dans les livres c'est un peu l'incarnation de la Coupe du Monde. Ouais. Et puis tu sais de ce côté spectacle en fait. Et puis le duo qui est avec Barty Croupton, genre lui qui est là je m'en foutiste, c'est trop bien la Coupe du Monde. Et puis Barty Croupton qui ça le stress au possible, qui est très bureaucrate. Et Ludo Verpé qui est ce n'était qu'un acteur de plus au casting. Mais Ludo Verpé qui est un peu mal exploité. Cédric Diggory, c'est là qu'on apprend à le connaître aussi. On apprend que son père, son père famille... qui est absolument insupportable dans les bouquins. Son père dans les films. Ouais, mais dans les livres c'est encore pire. Dans les livres, il est pas très avenant. Il rappelle bien qu'il a gagné l'année d'avant contre Harry Potter, que il ne soit pas si modeste, machin et tout. Il est pas c'est un ami Weasley qui n'a pas la mentalité Weasley. C'est vraiment très très différent effectivement. Mais il y avait ces tantes aussi là qui s'agrandissent, qui est pas trop mal foutu dans le film, mais dans le bouquin je me rappelais d'un truc. Mais c'était un palace à l'intérieur quoi, c'était incroyable. Oui, après c'est les Weasley encore une fois, ils n'ont pas non plus énormément de moyens. Donc je suppose qu'il y a des tantes qui sont bien plus grandes. C'est justement celle de Diggory qui sont. Non, c'est la tante de Perkins, le collègue de bureau d'Arthur. Regardez-le comme il est pointu. Ah non mais c'est terrible. Qui récupère après dans le set. D'Harry Potter, c'est où? Mais et puis donc l'elfe de maison des Croupetons qui est dans Winky. Elle est complètement alcoolo, au bout du slip, en dépression totale. C'est vrai que ça aurait été un personnage hyper intéressant. C'est clair. Et en même temps, qui peut vite être chiant. Oui, mais bon. Parce que dans le bouquin, il est un peu chiant ce personnage. Les passages sont un peu longués. Elle est compliquée, hein. Et puis la SALE. On va en parler. Hermione la syndicaliste. Ouais, mais du coup, la SALE qu'ils ont choisi de squeezer. Elle est dans le 4 ? Oui, c'est là qu'elle apparaît dans le 4. Là, mais ça dure un moment. Ça dure parce que dans le 5, tu sais, quand ils sont tous isolés les uns des autres, et elle se renferme sur sa SALE, et il y a Ron qui sort avec... Non, c'est pas la 6 qui sort avec la 6. Non, mais c'est là-dessus que c'est grâce à ça que Ron et Hermione s'embrassent à la fin. Parce qu'à la toute fin, quand ils évacuent Poudlard, Ron dit punaise, on a oublié quelqu'un. Les elfes de maison. Et Harry lui dit quoi, tu veux qu'ils se battent avec nous? Et Ron il lui dit ben non, il faut les évacuer, on va pas les laisser là. Et quand Hermione elle entend ça, elle lâche tous les crochets de basilic et elle lui saute au cou. Exact. Et ça c'est chouette quoi. C'est pas dans la chambre des secrets. Les derniers tomes. Et c'est genre ce qui est incroyable, c'est que les elfes de maison, elle fait des chaussettes ou des trucs comme ça qu'elle jongle un peu partout pour les libérer. Et en fait personne veut être libéré, alors c'est que Dobby qui se tape le ménage de partout où elle passe. Ils en ont trop marre. C'est vraiment, j'ai trouvé ça hyper D'ailleurs, c'est dommage qu'après dans les livres, parce que dans les films, il change pas l'accoutrement de Dobby, parce que dans les livres, du coup, Dobby, il a un short de, il a une espèce de short de foot, il a chaussettes super dépareillées et tout ça. Et il se la pète en plus. Et puis, il a justement tous les chapeaux en forme de couvre-théière là sur la tête. C'est ça. Oui, ça devient un peu un genre de clown aussi, un peu comme un Peeves, quelque chose d'hyper coloré, c'est un peu carnaval quoi. Et puis il a pas le même rôle, c'est vrai qu'il a enfin. Ouais, je trouve que Dobby, quand même, dans les livres, a une importance toute. Le nombre de fois où il vient leur sauver les miches. C'est lui qui. La branchiflore, c'est lui. La branchiflore, c'est lui. Dans l'Ordre du Phénix, c'est lui aussi qui lui parle de la chambre. De la salle sur demande. Oui, bien sûr. Non, il est partout, notre bon vieux Dobby. Et oui, du coup, mais alors le tournoi des 3 sorciers où Harry se retrouve à participer, donc face à Cédric Diggory, Victor Krum qui est l'attaquant. L'attrapeur, merci. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Attrapeur de l'équipe de Bulgarie, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et Fleur de la Cour, qui est censé être à moitié Vélane, ce qui explique que Ron soit sous son charme pendant tout le long. Tous les hommes. Ouais. Mais tu sais, dans le film, il passe pour un teubé, quoi. Ah oui. Vraiment, il passe pour un débile. Mais dans tous les films, Ron passe pour un abruti, alors que c'est loin d'être le cas. Mais bon, il passe pour un teubé encore plus dans le 4e tome, quoi. Il est dans vos top 3, le 4e tome, ou pas? Oui. Non, moi je l'aime pas. Eh ben non. Moi j'ai beaucoup hésité à le mettre. Mais j'ai hésité aussi. Moi je l'ai mis. Pas dans mon top 3. Moi j'ai pas dans hésité. Dans mon top 5, mais pas trop. Il est en tête de mon top 3, il est en tête. Parce que c'est celui que j'ai le plus lu.
et que c'est le film qu'on a le plus regardé aussi. Alors c'est vrai que maintenant, en grandissant, j'apprécie plus les films qui suivent pour leur tonalité un peu plus sombre, etc. Mais le 4 m'a fait beaucoup rêver, autant le film que les livres qui sont très différents, effectivement. Le Priori Incantatum, c'est ça, à la fin, là, quand ils se battent avec Voldemort, qui est très mal retranscrit dans le film, quoi. Je veux dire, tout le dernier acte... quand il y a tous les fantômes qui reviennent, qui viennent l'aider, enfin même tout le rituel pour faire revenir Voldemort, enfin tout ça, ça a une place et puis même incroyable. Les épreuves, ne serait-ce que du coup le sujet de ce livre-là, c'est la Coupe des 4 maisons. Et de tourner pourquoi j'ai 4 maisons, mais non, parce que c'est un autre sujet, effectivement, les 4 maisons à ça y est, on fatigue le tournoi des 3 sorciers, et en fait ils oublient totalement de traiter les épreuves comme il faut, et ça c'est malheureux. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est vraiment moi c'est dommage. Ce qui me frustre le plus sur l'adaptation, c'est-à-dire quand tu dis qu'ils adaptent mal les épreuves. Par exemple dans le labyrinthe il est pas. Le labyrinthe est mal fait, c'est un labyrinthe dans un champ de maïs. Complet, quoi. Après, effectivement, les dragons, on sait pas ce qui se passe pour les autres. Enfin, dans le livre non plus. C'est un peu dit quand même. Parce qu'il y a Tigori, tu vois Tigori qui essaie de mettre une conjonctivite au dragon. C'est Chrome, tu vois. On le sait d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est à la fin, mais on sait en tout cas comment ils ont combattu. C'est vrai qu'on ne sait pas dans les livres. C'est plus éludé dans. Après, le combat d'Harry contre le Magar dans celui-là, les films, par contre, il est stylé de ouf. Celui-là, ils l'ont pas loupé. Parce que dans les livres, le Magar ne s'enfuit pas, ils finissent pas à Poudlard. C'est vrai, c'est pas la même chose. Mais encore une fois, on passe sur du cinématographique et c'est vrai que c'est plus intéressant de le rendre comme ça. Dans le bouquin, c'est sympa aussi. C'est pour ça que le film est très bien, mais effectivement, difficilement comparable au livre. Les deux, moi, j'aime bien les deux de façon distincte, pas pour les mêmes choses. En fait, je pense qu'ils traitent pas le même sujet, le film et le livre. Et c'est peut-être là le gros du problème. Je le vois plus en mode adolescence. C'est les crises d'adolescence, les petites amourettes, les crises de jalousie, les rapports qui arrive avec sa robe magnifique, le bas, le machin. C'est ce que j'aime bien, voilà. Et il faut savoir que c'était l'époque. Le mec qui a fait ce film-là, le 4e film, c'est le mec qui a fait 4 mariages et un enterrement. Donc ils ont été chercher un mec qui fait un peu de la comédie romantique. Tu vois, donc c'est ce qui explique un petit peu le ton qu'il y a dans le film, qui est peut-être pas exactement celui qu'on aurait attendu. Et je pense qu'on ne peut pas parler du 4 sans parler de Rita Skeeter. Merci, j'attendais mon tour pour dire, et sinon on peut parler de Rita Skeeter. Alors, je savais plus quand est-ce qu'elle arrivait, j'y repensais aussi quand je repensais à tous les personnages. Dans le 4, elle pourrit tout, elle défonce tout, c'est à cause d'elle après elle est sous-traitée aussi dans les films, par la suite, on oublie totalement qu'elle a existé. Dans le 4 et le 5, elle a un rôle... Hermione, encore une fois, est incroyable avec Rita Skeeter. Et puis dans le livre, c'est bien retranscrit, quoi. Genre, Ron lui dit, tu devrais pas énerver Rita Skeeter, il faut pas. Elle lui dit, non mais attends, c'est moi qui vais gagner, moi non plus, faut pas m'énerver. Je vais la voir. Elle finit par gagner. Et puis elle a même bien gagné. Elle a pris quelques libertés, effectivement, qu'elle n'aurait peut-être pas pris avec d'autres, ça a dû bien la vénère. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais oublié, elle est totalement... Oui, il y a même l'histoire avec Hagrid et Olympe, là où elle fout la merde au milieu en disant n'importe quoi. D'ailleurs, Olympe, pareil, on peut en parler, dans les films, elle est dégueulasse. Oui, parce que dans les livres, moi je l'avais imaginé comme... Pour moi, c'était la... Dans le livre, déjà, elle est un peu basanée. La daronne dans les Super Nanas. Vous voyez, où on voit toujours que ses jambes. C'est pas dans. Moi, je voyais ça. J'avais imaginé ça. J'imaginais une belle femme. Il parle d'une belle femme avec les tomates, les cheveux longs. Elle est très grande, mais elle est belle. Oui, et effectivement, en plus, Hagrid, il est en mode répugnant quand il essaie de la séduire. Avec son espèce de gel ignoble. C'est ignoble. Dans le film, c'est vraiment pas glamour. C'est sûr que. Non. Après, dans le livre non plus, ils n'essayent pas de faire ça de l'amour. Harry, il est tout le temps en train de dire à Hagrid, vous êtes peigné, qu'est-ce que vous avez mis sur votre barbe et tout. Mais je trouve que le côté du tournoi, en fait, justement, c'est cool. Hein. Alors, ça fait un bon divertissement, ça fait un bon truc pour un peu développer les persos et tout, mais je trouve que c'est pas très intéressant. En fait, par rapport à la toile de fond, moi, ce qui me plaît dans ce livre, c'est le début avec Voldemort qui commence à arriver et la fin où il revient, tu vois. Et en fait, tout ce truc-là, je trouve, est éclipsé. Alors, il y a ça fait deux intrigues, en fait. Toute l'histoire avec Barty Croupton et Maugrey Folleuil. On n'a pas parlé de Maugrey Folleuil. Alstor. Qui arrive dans ce film-là, qui est un ancien aurore qui est complètement maboule. Et en fait, on se rend compte à la fin que son identité a été usurpée par un mange-mort. Mais en fait, tout ça, c'est de la toile de fond aussi, qui je trouve est pas traitée dans le film, et ça m'embête un peu. Oui, et puis après, ce qui est bien dans le 4, c'est il faut
tout est expliqué à la fin, et que quand on le relit une deuxième fois, ça offre une deuxième lecture. Ça offre une deuxième vision des choses, quoi. Barty Croupton, on voit un peu plus ses gestes, les polynectares, on y pense. Exactement, et puis il y a plein de petites choses qui arrivent, plein de petits détails. Au début, il y a Arthur Weasley qui est appelé pour aller sauver la mise à Maugrey, parce qu'il y a un problème. Il a une histoire de poubelle. Une histoire de poubelle, tout ça. Les poubelles qui explosent. C'est ça. Et Molly dit à Fred ou George, non mais le critique pas, ton père a beaucoup de respect pour lui, tout ça. Il va lui sauver la mise, et en fait, on s'aperçoit que c'est même pas lui, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est fait usurper son identité. Il n'a pas tellement sauvé la mise que ça, finalement. Non. Mais il transforme Malfoy en fouine et il le fait danser. Et ça c'est génial. Exceptionnel. Quoi qu'il en soit, c'est exceptionnel. Le professeur Dumbledore a dû vous dire qu'on n'utilisait pas la métamorphose sur les élèves. Il l'a peut-être mentionné. Et du coup, on arrive à la fin de ce film avec la mort de Cédric Diggory et la résurrection de Lord Voldemort. Fait flipper d'ailleurs sa résurrection. Au niveau maquillage, après ça a été un peu modifié sur Ralph Fiennes. Casting incroyable. Mais Ralph Fiennes, il est incroyable. Il est incroyable. Il est fabuleux. La gestuelle est folle. Hein. Il tient sa bague. Il a très bien incarné. Et puis même juste le mouvement de tête qui est un peu reptilien comme ça. C'est très reptilien avec les yeux. Il est ouf. C'est un super acteur. Il a fait un gros boulot là-dessus. Après, il y a eu des bons acteurs, hein, même Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter. Je veux dire, Alan Rickman qui joue Rogue, c'est quand même un monstre. Gary Oldman qui joue Sirius, c'est un dingo. Gary Oldman en Sirius. C'est incroyable. C'est quand même, de manière générale, le casting est très bon. Mais en même temps, de toute façon, ils ont pris que des Britanniques et ils ont pris le top du Britannique. Quoi. Le haut du panier, Donc forcément, ça marche, quoi. Mais la mort de Cédric Diggory, la première mort, en fait, un peu impactante de quelqu'un de la team Poudlard, on va dire. Qui se fait d'ailleurs tuer littéralement comme une merde. Vraiment. Tue l'autre. Bam. Avada Kedavra. Vous avez pleuré, vous, à ce moment-là? Il y a beaucoup de gens qui ont été très touchés par ce truc-là. Moi, parce que j'aimais pas Cédric Diggory. Moi non plus. Ils l'ont pas très rendu très attachant dans les films, en tout cas. Non, dans les films, il est pas top. Mais moi, je trouve que les morts des personnages, on en parlait un peu tout à l'heure déjà, les morts des personnages dans Harry Potter, je trouve, moi, sont assez mal foutues. Sauf celle de Dumbledore, mais et encore. Enfin, dans les films, je parle. Celle de Dumbledore est très... c'est un gros moment de cinéma, quoi. Mais les autres, Fred, on le voit pas mourir. Sirius non plus. Dobby, elle est pas mal. Dobby, c'est la seule qui est vraiment réussie, je trouve. Mais Diggory, moi, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Sirius, ça m'a touché. Donc c'est Lupin, c'est juste induit à la limite. C'est ça, tu dois avoir 2 phrases à la fin, terminé. Mais au contraire, dans le film, c'est Avada Kedavra qui tue Sirius, alors que dans le livre, c'est pas ça, c'est juste un stupide. C'est juste, il passe à travers il passe à travers l'arcane, en fait, et ça, moi, ça m'a donné beaucoup de mal à symboliser sa mort, mais bon, après. Mais je trouve que justement, quand tu le vois dans le film s'évaporer comme ça dans l'arcade, moi, ça m'a pas trop touché parce qu'effectivement, je pense que j'étais un peu en mode what the fuck, en fait, avec ce truc. Et ça, c'est pareil, j'ai pas. Je sais pas, moi, je l'ai bien compris, ça m'a trop touché. On saute des moutons, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'est moi un livre que j'avais apprécié beaucoup parce que c'était le premier en gros format que j'avais eu. Et j'ai été content. Et ça apparaît après ce livre-là que j'ai dû commencer à attendre la suite. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile. Et en même temps, je pense que du coup, ça crée une affection pour les autres livres qui est un peu différente. Le fait de les avoir attendus, du coup, fait que Mais on a plus de recul sur ce qui se passe. De la même façon, et on a plus d'attentes. Effectivement, pendant tout ce temps-là, on imagine ce qui va se passer. Et puis, c'est à une époque où on se spoilait pas non plus. Enfin, on était beaucoup plus vierge en prenant un bouquin que maintenant. Et puis, t'avais juste, moi, je me rappelle, l'Ordre du Phénix, il y avait que le titre, tu sais. Et t'es là, tu te dis, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut être quoi, l'Ordre du Phénix? Et genre là, tu fantasmes sur plein de trucs, et c'était vraiment cool. Moi, je me souviendrai, je pense, toute ma vie, du jour où mes parents m'ont offert l'Ordre du Phénix. C'était, il venait de sortir, je savais que j'allais l'avoir, je suis rentré à la maison, je l'ai défoncé, quoi. Mais c'était pas chouette. Je l'ai eu, mon père me l'avait ramené, pareil, de Paris. On est parti en vacances, en week-end, 3 jours. Je suis resté 3 jours allongé sur le transat au bord de la piscine, j'ai rien fait d'autre que lire. Et puisqu'on en est là, on va parler de l'Ordre du Phénix, du coup. On a été rapide sur le 4, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ouais, qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a pas beaucoup parlé de série de Barty Croupton, tout ça. Parce que je trouve que c'est une histoire qui est pas très intéressante, moi, personnellement. Ah, punaise, si, c'est cool, Barty Croupton qui a été emprisonné par son père.
il est sorti de prison par son père pour la petite anecdote, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le premier à s'être évadé d'Azkaban, grâce à son père qui était un haut fonctionnaire du ministère de la magie. Il est retourné voir son fils avec sa mère sous la demande de la mère de Barty Croughton Junior, qui était mourante. C'est ça, qui était mourante. Il a pris un peu de polynectar, sa mère aussi, il s'est évadé de prison. Et après, il est resté pendant des années sous le sortilège de l'Imperium, caché sous une cape d'invisibilité, chez lui. C'est Winky qui s'en occupait. Et un jour, il y a Bertha Jorkins qui est allée chez Barty Croughton. Bertha Jorkins qui n'existe pas dans les livres, qui était chez dans les films, qui était chez Barty Croughton, qui a compris qu'il s'était évadé de prison. Barty Croughton, le père, qui est quand même un haut fonctionnaire du ministère, très carré, très à cheval, lui a fait un sortilège d'oubliette. C'est quand même assez grave. Oui. Et Bertha Jorkins est partie en vacances en Albanie. Bertha Jorkins qui était qui était avec Ludo Verpé. Ludo Verpé ne s'en inquiétait pas. Tout le monde lui dit de s'en inquiéter tout au long du film. Il s'en inquiète pas de la disparition de Bertha Jorkins. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ce truc-là, j'avais oublié. C'est ça, ils attirent l'attention vachement là-dessus. Oublié ce truc-là, mais oui. Et en fait, on s'aperçoit après que tout le plan a été échafaudé parce que justement, Queue de Verre, après le 3, il est parti en Albanie chercher Voldemort. Oui. Et en allant dans une auberge, il tombe sur Bertha Jorkins. Il l'emmène faire un tour dans la forêt. Et là, il tombe sur Voldemort. Voldemort lui réussit à lui remettre la mémoire. Et c'est là qu'elle lui redit que il y a un serviteur qui est dehors et qui attend qu'une chose, c'est de le retrouver. Et à ce moment-là, Voldemort va chercher Barty Croughton Junior chez le père. Il le délivre de tout ça. Et Bertha Jorkins, qui était au ministère de la magie, avec Ludo Verpé, c'est le département des sports magiques, qui lui explique qu'il va y avoir le tournoi des 3 sorciers, et à partir de là ils échafaudent le plan. Et tout ça, c'est complètement éludé dans le film. C'est vrai. Alors après, ça serait gros à mettre en place, mais c'est grâce à c'est vraiment une histoire très complexe. Tu vois, l'Albanie, c'est pas là. Il n'y a pas une histoire avec le baron sanglant et la fille de Serdaigle. C'est ça. Il y a bien une histoire avec l'Albanie aussi à ce moment-là. C'est ça. C'est pas de bêtises. Rowena Serdaigle qui a mis son diadème là-bas parce que pour le cacher. Dans le set peut-être. Effectivement. Là, sinon ça va. Oui, sinon on n'a pas fini de sauter des moutons. Ça va trop vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup dans le 4 alors dont on n'a pas parlé? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il y a l'Actio, les premières utilisations de l'Actio. Oui, c'est les attractions. Qui est bien pratique. On doit avoir les premiers stupéfixes aussi. Harry Potter ne sait pas danser. Harry Potter ne sait pas danser. N'aime pas ça. En plus. Ron non plus. Ron est habillé comme ça quand on me désire. C'est pas là qu'il tombe amoureux de Cho. Radcliffe, il est très bon. C'est un super bon danseur. Par la suite. Il a dû faire exprès de faire ça. Il me semble que ça doit être là qu'il doit tomber amoureux de Cho et il sort avec Diggory justement. Ouais, c'est ça. Il la récupère par la suite parce que la place se libère. Oui, la place se libère facilement. Merci Voldy. Mais ouais, il y a les premières amourettes. Hermione et Krum. Ouais, et puis c'est là où aussi on voit que Ron commence à tomber amoureux d'Hermione. Oui, ça commence à être un petit peu plus visible. Il est complètement jaloux. Et Dumbledore dans tout ça, il est où? Il danse avec Madame McKay. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Mais il est pas très présent dans cet opus-là. Non, mais Dumbledore est vraiment présent pour Harry à partir du 5, il commence à lui donner des directives un peu plus correctes. Mais à partir du 6, moi je trouve que même dans le 6, il apparaît un peu comme ça. Genre, t'as vu, j'ai toujours été là pour toi. Alors qu'en fait, déjà dans le 5, il est inexistant. Il fait les plus grosses bourdes possibles et inimaginables en laissant Harry tout seul. Enfin, c'est pas cool ce qu'il fait, quoi. Ah, mais moi je l'aime bien. Ouais, mais c'est pas cool ce qu'il fait. C'est le plus grand sorcier de tous les temps. Il est vachement intelligent, machin, mais il comprend pas qu'en laissant un adolescent tout seul, c'est le meilleur moyen de faire des conneries. Mais vu que Voldemort est revenu, il peut pas se mettre trop proche d'Harry parce que Voldemort peut l'atteindre à travers Harry. Génial. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie Severus Rogue, tu sais. Non, mais franchement. Oui. Mais parce qu'à ce moment-là, il est bien aussi, Severus. Non, mais il est bien, mais ça s'est pas si mal passé au final. Ça s'est super mal passé. Arrête de lui donner des cours d'occlumency. C'est la pire des choses, quoi. C'est la pire des choses qui pouvaient arriver, et ben c'est arrivé. Je crois qu'on a encore sauté les scouts à pétard. Ouais. Mais oui, du coup, dans le tome 4, Dumbledore complètement absent, quoi. Ouais. Aux abonnés absents. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus Barty Croughton que Dumbledore, finalement. Et puis, il y a Karkaroff. Karkaroff et Rogue qui ont quelques discussions autour du lac, un peu épicées. Et puis ça crée quelques interrogations de savoir qu'il y a des mange-morts potentiels qui se promènent quand même à Poudlard, mine de rien. C'est ça. C'est que l'adaptation a été... l'adaptation cinématographique
a pas du tout préparé le terrain pour ce qui arrivait. Non, je te dis, elle a pas traité le bon sujet pour moi. C'est que, ouais, je suis d'accord. Mais dans le livre, c'est que t'avais 2 sujets pareils, quoi, le tournoi des 3 sorciers et l'arrivée de Voldemort. Si tu veux, t'as le tournoi des 3 sorciers qui remplit, tu vois, c'est le décor. Oui, c'est le décor. Se passe le truc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe derrière le décor. Bah, c'est ce qui c'est ce qui met en place tout ce qu'il y a après, quoi. Encore une fois, méfions-nous des apparences. Comme je le disais plus tôt dans cette saga, je trouve que c'est vraiment. Il y en a beaucoup qui disent que la coupe de feu aurait dû être en deux parties, parce que c'est autre chose. Moi, je pense qu'à partir de la coupe de feu, il aurait fallu faire 2 parties par opus. Je suis assez d'accord. Putain, il y aurait un paquet de films à remater. Tout simplement. Mais trop bien. Après, pas possible. J'entends bien. Mais ouais, la coupe de feu, moi je trouve une adaptation un peu ratée. Mais un bouquin, moi, que j'avais bien aimé quand même. Et ouais, vraiment, moi, c'était la fin qui m'avait dans ce cimetière là. Me dire là, tu te tapes du Glock, quoi. Ouais. Puis du vrai de vrai, quoi. Non, c'est qu'il y aurait trop de choses à redire sur le 4e opus, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, il faudrait une refonte. Ouais. Ben, il y a que ça qui va marcher. Faudra voir comment ce sera fait, si ça va jusqu'au bout. Donc passons au 5, le plus intéressant. Passons au 5. C'est un de mes préférés aussi. Moi aussi. 5, là, 6, on 7, commence à être beaucoup plus adulte, plus dans le dark. Je pense qu'on est 3, 5, 6 ou 3, 5, 7 ou 5, 6, 7. 6, 7. Ouais. Mais bon, 3, 5, 6. le 5, donc c'est l'ordre du Phénix. C'est Harry qui retrouve enfin son parrain. Voldemort est là, personne ne les croit, sauf Dumbledore. Il recrée l'ordre du Phénix, donc dans la maison de Sirius Black. Donc Harry retourne habiter avec Sirius Black. Et là, il commence à créer une famille. Et on a un peu d'espoir pour la suite. C'est là qu'on rencontre Tonks. Ouais, exactement. C'est un de mes personnages préférés, je l'adore. Très très cool. Trop sous-exploité. Ouais, complètement. Mais très très cool. Ouais, parce que ça reste, mine de rien, un personnage secondaire. Ouais. Je suis d'accord qu'elle est géniale. Mais si tu veux, le truc, c'est qu'elle peut se transformer. C'est une aurore qui est trop forte. Genre, c'est une des plus jeunes aurores de l'histoire. Elle a trop la classe, elle est marrante et tout. Enfin, ouais, c'est un peu sous-exploité. Puis dans le 5, on sort de Poudlard. Oui, c'est un des premiers hors les murs. On a aussi un passage à Sainte-Mangouste. Et puis c'est la première fois qu'il ne passe pas Noël à Poudlard. C'est la première fois qu'il part. Oui, qu'il se farde pas les Dursley, ou il va pas juste chez les Weasley. On a vraiment. Et puis un bien qui peut lui appartenir, il y a quelque chose qui fait partie de sa filiation, et il aurait potentiellement un chez lui, effectivement, et ça c'est hyper important. Il crée sa vie dans le monde des sorciers, il va à moitié dans le monde des sorciers et dans le monde et c'est là qu'on découvre plein de gens, dont des créatures aussi. Ouais, il y a créatures, il y a la grand-mère de Neville aussi. C'est dans celui-là, il me semble. Il y a tout l'ordre à Sainte-Mangouste. Et oui, ça c'est une grosse différence aussi qu'il y a dans les livres et dans les bouquins. C'est que les parents de Neville, ils sont pas morts dans les bouquins. Non, ils ont été torturés. Ils sont morts dans les films. Ils sont morts. Tu crois? Si, alors là je suis sûr de moi. Je me rappelle plus. Mais ils sont, en tout cas dans les livres, ils sont torturés, ils sont à Sainte-Mangouste, ils ont complètement perdu la raison. Torturés d'ailleurs par Rodolphus, Lestrange et Bellatrix. Et Barty Croupton Jr. Ah, je savais pas pour. Si, ils sont 3. Ah, je crois qu'il y était que 2. En fait, c'est les 3 qui préféraient aller à Azkaban plutôt que de feindre l'Imperium, comme Malfoy et compagnie. Et ceux qui assumaient pleinement leur rôle. Exactement. Les vrais de vrais, quoi. Ouais. On croise Lockhart aussi à Sainte-Mangouste. Putain. Qui, le sortilège d'oubliette lui a fait du mal. Et c'est tant mieux. Oui, bien fait. Et c'est pourquoi ils vont à Sainte-Mangouste. Ah oui, parce que le père Weasley s'est fait mordre par Nagini. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça. J'avais oublié. C'est comme quoi, c'est intéressant cet exercice. Moi, j'avais totalement oublié que ça passait à Sainte-Mangouste, quoi. Ouais. Il faut vraiment que je me suis arrêtée à la fin de relecture du 4, donc il faut que j'arrive au 5. Effectivement, ça, c'est quelque chose, quoi. On en parle à peine dans les films, c'est une mention lointaine. Évoqué, mais jamais on le voit, quoi. Ils y vont 2 fois, une première fois pour le voir comme ça, et une deuxième fois, Hermione les rejoint, on va pas au ski, et rejoint tout le monde à l'ordre. Et après, ils y vont avec Hermione, et c'est à ce moment-là qu'ils sortent de la chambre d'Arthur Weasley, parce qu'Arthur Weasley est en train d'expliquer à Molly qu'il a essayé des points de suture. Voilà. Et Molly pète les plombs, donc tout le monde se barre dans tous les sens, et là il tombe sur Lockhart, et après qui leur demande s'ils veulent un autographe. Ah oui. C'est dommage d'avoir ce genre de clin d'œil dans les films en plus, quoi. Ça prenait rien, ça prenait 10 secondes. Et puis les parents de Neville, Harry, ça le fait remettre un peu en question, quoi. Il sait que Neville aurait pu être dans la prophétie, ça aurait pu. Il le sait pas encore, c'est à la fin du 5 qu'on apprend la prophétie. Ouais, mais après il le sait, et il se pose la question quand même, qu'est-ce qui vaut mieux, plus avoir de parents, avoir des parents qui sont à l'hôpital. Ce qu'il se dit surtout, c'est que finalement Neville a toujours été super sympa avec lui, et que lui il s'est jamais intéressé à Neville, quoi. C'est ça. Et puis
c'est là où aussi on voit que Neville change quand sa grand-mère lui dit comment ça, t'as jamais parlé de tes parents à tes amis, mais il faut pas avoir honte, c'était des aurores réputés, ils se sont fait torturer, c'est pas pour que tu les ignores et tout, sois-en fier. Et je trouve que c'est à partir de là, après on le voit quand dans l'armée de Dumbledore, Neville revient, il prend un peu la baguette à deux mains, quoi. Et quand il voit qu'il y a eu l'évasion des Mange-Morts et les Mange-Morts qui ont torturé ses parents, on le voit dans les livres, il dit Neville, il a littéralement upgradé, quoi. Il y a une histoire de baguette, tu disais, il prend la baguette à deux mains. Dans les théories que j'ai vues, il y a une théorie qui dit qu'effectivement la baguette de Suro lui appartient. Non, mais en fait, les premières années, c'était la baguette de son père, et comme c'est la baguette qui choisit le sorcier, c'est peut-être pour ça qu'il est maladroit. C'est ça, parce que ses sorts foirent un peu parce que c'est pas sa baguette, il l'a pas choisi. Comment ça se fait qu'il revient en disant j'ai acheté une nouvelle baguette avec ma grand-mère? Parce qu'il la perd au ministère. Il la perd au ministère. Oui, exact. Il la perd à la fin du 5. C'est ça. Du coup, à partir de là, voilà, ça lui donne peut-être plus de chances d'être en capacité d'exploiter sa puissance. Enfin, c'est moi, j'ai envie de tout relire comme ça, mais il revoit son plein potentiel, quoi. À partir du moment où, entre guillemets, ça y est, à l'école, à l'école, ils savent que ses parents ont été torturés, parce qu'en plus, c'est dit dans la Gazette du Sorcier, Bellatrix et Rodolphus qui ont été à Azkaban pour la torture de Alice et Franck Londubois. Du coup, là, ça y est, ça explose. Et puis, l'ordre du Phénix se fait aussi sur une fierté de ce qu'avait été le premier ordre, donc vu qu'ils en faisaient partie, effectivement, il a une légitimité, parce qu'il fait partie des descendants de ces gens-là aussi. Et puis là, il s'applique, et moi, j'adore ce personnage. Ouais. On a cette bonne vieille Dolores, Luna Lovegood. Ah bah. Oh, mais il faut en parler un peu aussi. Deux mondes qui s'opposent. On va en parler après de Dolores, elle est pas loin, mais il y a Luna Lovegood qui apparaît dans cet opus-là, qui est un personnage incroyable. C'est audacieux. Et qui était super bien représenté par Evanna Lynch dans le film. En plus, c'était pas elle qui devait le faire. J.K. Rowling refusait toutes celles qui venaient. Et quand elle l'a vu, elle a fait OK, vendu. Parce qu'ils avaient même parlé de supprimer le rôle de Luna Lovegood dans les films. Ah ouais, mais non, mais ils voulaient la supprimer parce qu'ils trouvaient pas quelqu'un qui pouvait le faire. En même temps, ça s'invente pas à être comme elle. C'est ça. Tu l'es ou tu l'es pas. Mais c'est très très fan de son interprétation. Putain, mais si elle l'avait supprimé, ça aurait été le bordel pour après aussi. Ouais. Elle est essentielle. Et c'est justement ça, c'est audacieux. Moi, je trouve dans une histoire comme ça qui est construite avec le trio de base et on voit depuis le début les mêmes personnages, d'introduire un personnage aussi fort qui va être aussi fort dans le groupe et qui va prendre cette place-là d'une autre maison, c'est-à-dire que c'est le seul personnage qui fait ça, quoi. Et elle est hyper intéressante pour ça, et elle est le seul point de raccord d'Harry dans ce bouquin-là, parce que là aussi il se retrouve isolé. C'est très souvent qu'Harry se retrouve isolé, et là ce qui se passe, c'est que personne ne croit que Voldemort est revenu, à part Dumbledore, et du coup la Gazette du Sorcier le dézingue, et du coup il est tout seul, tout le monde le déteste et tout, sauf Neville aussi qui est sa grand-mère, et il le croit au tout début quand ils se prennent la tête avec Simus. Et il se prend la tête avec Ron et Hermione aussi, mais je ne saurais plus dire les raisons pour lesquelles ils se prennent la tête. Parce qu'il se renferme sur lui-même. Ouais. Parce qu'il fait des cauchemars. La tête, mais c'est que je me souviens qu'Hermione dit à Ron qu'il a la capacité. Ferme ton esprit. Donc Harry, ça le gonfle. Ouais. Et ils se ils se prennent le chou. Et voilà, Hermione n'arrête pas de lui dire t'es pas obligé de nous sauter au cou à chaque fois, nous on te croit, arrête de nous rentrer dedans. Et du coup, c'est très proche, donc il leur rentre dedans, par contre Luna qui est peut-être un peu moins proche. Et à un moment justement Luna lui dit, tu sais, c'est peut-être que il parle avec elle de ce truc là, il dit c'est peut-être ce que veut Voldemort. C'est ça. En fait, et c'est à ce moment-là qu'il switch et qu'il décide à monter l'armée, quoi. T'isoler un maximum. Ouais. C'est ça, et c'est elle qui le fait switcher pour monter l'armée de Dumbledore dans la salle sur demande. Ça, je crois pas que ça soit dans les livres. C'est dans le film qu'elle lui dit c'est ce que tu veux. Ouais. Parce que dans les livres, il y a pas ce passage là où il voit les sombrales, tout ça. Si, au début, c'est sûr. Non, d'accord, dans la forêt avec Luna. Du moment où tu passes. Ah oui. Si, il voit les sombrales. Un peu survolé, parce que Hagrid leur montre les sombrales aussi en cours. Il les voit parce que justement il a vu Cédric mourir et c'est la première fois qu'il les voit. D'ailleurs, un autre faux raccord dans la fin du 4. Alors peut-être que c'est un petit temps de latence, mais à la fin du 4, il y a écrit et Harry, en gros, quand il repart de Poudlard, il voit les diligences tirées par rien du tout. Comment ça se fait qu'il voit les diligences tirées par rien du tout? Ouais, peut-être que c'est le temps qu'il fasse le deuil. Il faut 2-3 mois pour que ça s'imprègne. C'est ça, il faut faire le deuil. C'est tant que le deuil n'est pas fait, tu vois pas les sombrales. C'est vrai que t'étais sale, je sais pas. Le fait que tu parles de cet isolement là de Harry, je me souvenais plus, à la lecture, sur les premières fois que je l'ai lu au moment où sont sortis les livres, je savais plus si c'était dans le 4 ou dans le 5, mais c'est peut-être dans le 5, Harry m'était insupportable.
Mais c'est peut-être le 5. Longtemps, Harry est insupportable. Moi, ouais, mais vraiment, il y a un bouquin spécifiquement où vraiment je le supportais. Il est désagréable, il est tout seul. Ouais, c'est ça. Il faut se mettre à sa place. Oui, mais c'est dans le 5 qu'il a. Et puis il y a Rita Skeeter. Qui l'aide pas du tout. On peut parler de ça là. Et qui vient l'emmerder tout le temps. Non, c'est dans le 4, Rita Skeeter. Mais dans le 5 aussi, elle est. Tu sais, quand il commence. Dans le 5, elle a un rôle génial, Rita Skeeter. Dans le 5, Rita Skeeter, c'est Hermione qui la rappelle. Elle ramène parce la plume à papier. Si on refait un petit switch dans le temps, en fait, Rita Skeeter, c'est un animagus non déclaré, c'est un petit scarabée. Hermione s'en aperçoit parce que Harry lui dit comment elle fait pour cafarder à la bibliothèque, et elle se dit cafard. Elle avait un scarabée dans les cheveux quand Victor Krum lui a dit de venir chez lui, machin. Et du coup, à la fin, on voit donc à la fin du 4, quand ils sont tous à l'infirmerie, il y a un gros moment d'émotion avec Molly Weasley et tout ça, et on entend Hermione qui claque comme un bruit de claquement de fenêtre, et puis Hermione qui se retourne, qui dit pardon, désolé, et puis plus rien, on n'entend plus parler, et à la fin dans le train, elle leur montre le petit bocal. Et du coup, elle tient Rita Skeeter, qui peut plus faire d'articles dégueulasses, sinon Hermione la balance. Donc ça, c'est quand même un coup de génie de Miss Granger. C'est ça, quoi. C'est de l'enfermement. C'est ça. Et à la fin, mais au milieu du 5, du coup, quand Harry est complètement décrié, il y a les mange-morts qui s'évadent. Donc il y a un article dans la Gazette du Sorcier qui sort. Là, les gens commencent à se dire, c'est un peu chelou là que les mange-morts s'évadent comme ça, il y a un petit souci. Donc là, il commence à y avoir un petit basculement. Et à ce moment-là, Hermione rassemble Luna Lovegood, Rita Skeeter et Harry, qui juste avant était en rendez-vous désastreux avec Cho Chang, et elle dit en gros à Rita Skeeter, écoute, je te propose une interview unique, la première de Harry, exclusive, qui va raconter tout ce qui s'est passé l'année dernière dans le cimetière. Il va sortir dans le chicaneur. C'est ça, et ça sort dans le chicaneur. Et du coup, ça sort dans le chicaneur explose les ventes. Et Dolores veut absolument pas que les gens lisent ça, elle pète les plombs quand elle voit. Et oui, elle l'interdit. Elle l'interdit, du coup tout le monde le lit, elle punit Harry encore d'une semaine de retenue et tout ça. Ombrage, du coup, elle est très utile, Rita Skeeter, à ce moment-là. C'est vrai. T'en parles d'Ombrage, c'est le ministère qui vient mettre son nez dans les affaires de l'école. Tout à fait. C'est le début du début. Le progrès pour le progrès ne doit pas être encouragé, comme il dit si bien. Un personnage vachement bien écrit. Très très bien écrit, ouais. Et puis bien retranscrit au cinéma par l'actrice. Je sais pas qui c'est, mais elle est absolument trop détestable. jolie, cela dit, par rapport. Oui, parce que moi je me rappelle vraiment d'une tête de crapaud, quoi. Ouais, c'est ça, sa tête de crapaud. Donc ça a été dit beaucoup qu'elle était trop jolie pour le rôle, mais par contre, qu'est-ce qu'elle le fait bien. Ouais. Et puis ça rajoute encore plus de contraste au personnage, en fait, parce qu'elle arrive toute bonhommette, et puis quand elle commence à s'exprimer, tu comprends qu'on va pas s'amuser, quoi. Ouais, puis on a tous eu un bout de professeur Ombrage dans notre scolarité, tu sais. Oui, c'est vrai. Une prof ou un prof comme ça, un peu insupportable, à la limite de la maltraitance, mais toujours sous des faux airs. Enfin, tu vois. Qui au final n'aime plus les enfants. Ouais, c'est ça. Et là-dedans aussi, je trouve que c'est vachement bien ce qu'elle fait, J.K. Rowling, c'est que elle arrive à nous choper sur des trucs qu'on a tous vécu. Enfin, c'est encore une fois sur des trucs qui sont à l'intérieur du lecteur déjà, et du coup, c'est vachement facile de rentrer dedans. C'est vrai qu'elle est habile pour ça, quoi. Oui, et puis elle est complètement dédiée au ministère. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin, elle avoue à Harry que c'est elle qui a envoyé les détraqueurs à Private Drive. Donc pour dire à quel point elle l'a fait. Une belle saloperie. C'est ça, elle l'a fait hors des clous, quoi. Même Fudge n'est pas au courant. Elle veut vraiment la mort de Harry, quoi. Enfin, ce que Cornelius ignore ne peut lui porter tort. Ne peut lui faire de mal. Mais et du coup après il crée l'armée de Dumbledore parce qu'elle les emmerde trop, l'armée de Dumbledore. Donc c'est un groupe d'autodéfense fait par les élèves. Parce qu'elle veut rien de leur apprendre, elle veut rien leur apprendre. En magie, en fait. C'est que de la théorie. Et il n'y a aucune pratique. De Wilbur Esquive dur. C'est le nom de l'écrivain. Fort, il est fort. Je suis en train de l'écouter là, j'ai pas de. Ah oui, t'es à fond dedans. Je suis en plein dedans. Là. Et du coup, ils apprennent plein de trucs et tout, c'est vachement sympa, ça les rend dingues. Ombrage, ça leur rend dingue cette histoire. Ça fait sa contre-armée. Ouais. Et après, ils partent au ministère. Autre chose d'ailleurs, en parlant de ça, qui est pas mis dans le livre, dans le film, pardon, le départ de Fred et George. Le départ de Fred et George, il le fait. Il y a un petit peu, mais bon. Mais c'est surtout que c'est pas Cho Chang qui les balance, c'est la pote de Cho Chang. Ouais, et après, elle a des boutons, cette connasse. Cafard. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a le départ de Fred et George de Poudlard il crée un marécage au 3e étage, ils mettent genre 2 mois à l'enlever. Et puis c'est surtout que dans le livre, c'est surtout accentué par plusieurs professeurs et par Hermione aussi, que ce qu'ils font, alors certes, ils ont eu 3 buses à eux deux,
Mais par contre, c'est de la belle magie ce qu'ils font. Ils n'arrêtent pas de le dire. Et puis Fleetwick laisse un bout du marécage. Donc ils ont fait un marécage portable sur tout tunnel du château. Et personne ne veut l'enlever. Et quand Fleetwick y va, donc il réussit à l'enlever, alors que Dolores n'a pas réussi. Mais il laisse quand même un petit bout du marécage dans un bout du couloir parce que c'est de la belle magie et que ce qu'ils ont fait, c'est chouette. Oui, et puis il y a tous les élèves qui sortent des classes pour les applaudir, les saluer. Il y a même Peeves qui leur fait la révérence. Peeves qui se met au garde à vous devant Fred, quoi. Rends-lui la vie infernale. Allez, cette scène, pour moi, est une des plus marquantes. Incroyable. Presque de toute la saga, parce que tu sens, pour le coup, là, il y a une émotion hyper joyeuse qui s'en sort et je trouve que c'est hyper bien retranscrit et t'as envie d'y être, quoi. Et puis c'est un moment où il n'y a plus grand chose d'amusant au final. Les moments heureux, on commence à les compter sur les doigts de la main. Harry interdit de Quidditch aussi. Et Ron, gardien de l'équipe. Ron, gardien de l'équipe. Et. Non, c'est plus tard encore. Non, dans le livre, il me semble que c'est. Parce que ce dont je voulais parler était plus tard. Mais parce que là, Harry fait l'occlumencie avec Rogue à ce moment-là. C'est ça. D'ailleurs, juste pour rebondir sur Fred et George, je sais pas si vous vous souvenez, mais Harry gagne le tournoi des 3 sorciers, du coup il gagne 1000 galions, et il les veut pas, ces 1000 galions. Il les donne à Fred et George qui montent leur boutique. Ils montent une boutique tu sais, au début, c'est des trucs, tu gobes une dragée, et tu sais, ça te fait vomir ou ça rend malade et tout, c'est pour sécher les cours et tout. Ils les essayent des boîtes à flemme, Et oui, c'est chouette, c'est lui qui leur met le pied à l'étrier, parce que ils avaient pas assez de finances pour justement acheter tous les produits dont ils avaient besoin. Ils veulent faire, je sais plus, des crottes de Doxide. Au début, quand ils nettoient le 12 Square Grimaud, ils récupèrent des trucs à droite à gauche, de la poivrière ensorcelée. Les oreilles à rallonge. C'est ça pour les tester. Et grâce aux 1000 galions d'Harry, ils peuvent avoir des fonds pour pouvoir. Oui, parce que Harry le veut pas. Pour lui, il considère pas qu'il a gagné. Oui, il leur dit que bientôt on aura tous besoin de rigoler. Et du coup, c'est ça. Il leur donne. Et surtout ne pas le dire à Molly, ne dire à personne. Qu'il a aidé acheter des robes de soirée à Ron. Acheter une robe de soirée à Ron et rien lui dire. Je sais pas si vous avez l'info, mais j'imagine que oui. Du coup, en fait, ils sont nés un 1er avril tous les deux. Ah ouais. Donc c'est pas surprenant que c'est rigolo ça. Qu'ils soient les rois des farces et attrapes. J'ai vu ça effectivement l'autre jour en creusant un peu. J'ai trouvé le clin d'œil vraiment chou, quoi. Et puis aussi leur départ donne une émulsion à tout le monde qui veut. Tout le monde veut prendre la place de fouteur de trouble en chef. Comment ils disent, filer à la Weasley. Non, mais tout le monde veut foutre le bordel, prendre leur place, quoi, de fouteur de trouble. Ouais, non, c'est. Il y a les nifleurs qui sont envoyés dans le bureau d'ombrage. Oui, ils sont. Ça d'ailleurs, il y a. Qui c'est qui fait ça d'ailleurs? Il se fait choper. Dans Harry Potter, c'est une scène qui a été coupée et ça n'a jamais été mis au montage, et pourtant la scène est incroyable. J'ai juste vu un extrait, c'est trop mignon. En plus. Les nifleurs, ils sont trop choux. Dans le bureau des chats, tu penses? Mais là, c'est super. C'est le pote justement de Fred et George, Lee Jordan, exactement. Et après, il lui file le tuyau de l'essence de Murlap pour cicatriser. Parce que du coup, quand elle les punit, après, ce qu'ils écrivent sur la feuille, ça s'écrit sur leur chair. Oui, c'est avec ça. leur sang. Je ne dois pas mentir. Déjà, en fait, elle fait de la torture. Sans aucun bonnet du forme. Et Rusard est très content de ça. Ah bah il vit sa meilleure année, c'est clairement. Mais Rusard, il est amoureux de Dolores. Elle s'est mise dans la poche. Il y a Drago Malfoy qui monte, cette enfoiré de Drago Malfoy, je suis désolé, et qui monte la brigade inquisitoriale, c'est ça. Avec beaucoup de représentants de chez Serpentard. Et Ron est préfet. Que d'ailleurs, et Percy. C'est dans ce livre-là que Ron devient préfet. Oui, c'est dans ça. Petite jalousie. La 5e année, Malfoy aussi est préfet. Et là, Harry est très en colère contre Ron parce qu'il est jaloux. Pour une fois, c'est Ron qui a le beau rôle, il comprend pas. Il est pas jaloux longtemps. Si, ça l'énerve un peu quand même. Oui, mais il est pas jaloux longtemps. Après, il se dit quand même, on le voit là dans le livre, il dit, quand Ron part de la pièce, il se dit non, mais je vais pas lui éclipser pour une fois où c'est lui. Il est pas jaloux longtemps. Ouais. Mais Harry devient après capitaine de l'équipe de Quidditch, donc ça lui donne un rang équivalent au préfet. Ça équilibre. C'est ça. On a aussi le frère de Hagrid qui fait son entrée. Groupe. Son entrée fracassante quand même. Pas très discrète, mais bien cachée. Pire effet spécial de la saga. C'est vrai qu'il est pas ultra bien réussi celui-là. Disons qu'en première année, ils avaient fait un troll plus réussi. Il est raté complet. Il est marrant ce mec-là, il est un peu amoureux d'Hermione là. Il y a Firenze aussi. Il y a Firenze qui vient faire les cours de divination. C'est vrai qu'il y a tout un passage et là, Dumbledore, justement, qui fait une entrée fracassante quand Trelawney se fait virer par Ombrage et qu'elle dit mais j'ai pas de... En fait, Poudlard, c'est ma maison, quoi. Et qu'il arrive et il la prend à contre-pied, d'une part parce qu'elle peut pas la virer du château. Elle peut nous l'enseigner, mais elle peut pas. Et en plus de ça, le ministère trouve un professeur seulement, et si seulement, le directeur n'y arrive pas. Et là, il trouve Firenze, donc un hybride
Hagrid que Dolores déteste. Donc là, et ça, c'est vrai que dans les films, on ne l'a pas du tout. Et c'est aussi à partir de ce moment-là où Hagrid n'est plus le bienvenu dans la forêt. Puisqu'il s'oppose à ce que tous les centaures défoncent Firenze, parce que les centaures ne veulent pas interagir avec les humains. Et du coup, Hagrid, c'est là où il s'oppose à tout un troupeau de centaures pour pas que Firenze se fasse tuer. Il prend cher, d'ailleurs. Firenze qui était le centaure qui sauve Harry dans le premier film. Qui le fait monter sur son dos. Tard l'époque, encore une fois, à ce moment-là. Mais du coup, c'était marrant, je trouve, que le côté où justement tu vois que certaines matières comme la divination, elles peuvent être enseignées de deux manières vraiment différentes. Parce que Firenze, comme il le fait, c'était vraiment autre chose. Et je me rappelle d'un truc assez sympa où justement, lui, il est au rez-de-chaussée, il a mis de l'herbe dans sa salle de classe. De toute façon, il n'aurait jamais pu monter dans la tour. Oui, c'est ça. Mais comme le rappelle très justement Empathie et Lavande. Ah, putain. Lavande. Les deux groupies là-bas. Ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin, dans le livre, elles sont presque amoureuses du centaure. Mais vous attendez à quoi là, les filles? C'est ça. Il est quand même cheval tout en bas. C'est peut-être justement ça qui les rendait amoureuses. C'est ça. Non, je trouve ça un peu ridicule dans les livres, mais bon. Ouais. Et puis il y a on va parler du passage au ministère. Oui. Quand même, qui est le gros morceau, parce qu'encore une fois, tout ça, l'histoire avec Umbral, c'est un peu le décor, alors même si ça sert à planter des choses qui seront importantes pour la suite. Notamment, on voit que Fudge et Dumbledore, ils sont en bisbille complet. Mais Harry fait un rêve où il voit Sirius au ministère de la magie. C'est ça. Du coup, qui est en danger, qui se fait torturer. Et il décide d'y aller. Avec les sombrales. C'est aussi surtout là qu'on voit qu'en fait Voldemort est presque un coup d'avance, parce que tout au long du livre, c'est Voldemort qui envoie des images de Harry. Harry rêve de cette pièce toute l'année, et en fait c'est Voldemort qui lui envoie tout ça pour que Harry y aille, mais Harry sait pas que... Il n'a pas connaissance de la prophétie, il sait pas que ça existe, et il sait pas qu'elle est là-bas, et c'est pour ça qu'il y va pas. Il faut attendre que Voldemort lui envoie une image de Sirius en train de se faire torturer pour qu'il y aille. Donc l'idée, c'est que là, ils vont avec Ron, Hermione, Luna et Ginny. Et Ginny, non? Oui, Luna, Hermione, ils sont 6. Ginny qui est... Et comment ils font pour monter sur les sombrales? Ils ont pas vu de... C'est Luna et Harry qui les amènent au sombral. Ouais. D'accord. Ils les font monter dessus, et comme Hermione et Harry sont couverts de sang, parce qu'ils se sont battus les centaures se sont battus avec Groupe, ils sont couverts de sang, donc les sombrales viennent à eux facilement. Et c'est Harry et Luna qui les font monter sur les sombrales. Ah, mais oui, et quand ils arrivent... Ça, c'est pareil, c'est expliqué correctement dans les bouquins, mais pas du tout dans les films. Ouais. Et puis dans les films, on les voit tous dessus. Mais oui, c'est pour ça. Il y en a pas qui ont des balais dans les films? Non, je crois ils sont tous sur les sombrales aussi. Il me semble que c'est que en sombrale pour cette mission-là. Je ne me rappelle plus. Je sais que dans les livres, il n'y a que des sombrales. Mais oui, quand Ron descend, il dit non, mais plus jamais. Oui. T'imagines voler, je sais pas où, c'est même pas sur quoi tu es. Et puis assis sur du néant, ça doit être une expérience particulière. Oui, ça doit être super bizarre. Je pense que dans la vraie vie, t'arrives au ministère, t'es plus en capacité opérationnelle de faire quoi que ce soit d'autre. Allez, réveillez-moi tout à l'heure. Ouais. Non, et puis ils font quand même intrusion au ministère. Très facilement, d'ailleurs. Voilà, oui, très très facilement par rapport à la fois d'après. Il y a des choses parfois qui facilitent bien la narration, quoi. Oui, c'est bien aidé. Mais on a du coup la mort de Sirius, dont on a un peu parlé déjà. Est-ce qu'on a besoin d'y revenir? Je sais pas. Mais on a un truc qui est fou, c'est le combat Voldemort-Dumbledore. Ah ouais. À l'intérieur du ministère, qui dans le livre est phénoménal, mais alors dans le film, il est très beau. Oh là là, c'est un grand moment de cinéma là pour le coup. Il est bien fait. Il est incroyable, et c'est là qu'on voit justement ce dont tu parlais tout à l'heure, des gens qui n'ont pas besoin de dire les sorts pour les faire, qui font des choses très très complexes, et en fait tu vois la différence qu'il y a entre le sorcier lambda et le sorcier de haut niveau, quoi. Déjà, c'est la première fois qu'on voit Dumbledore vraiment se servir de magie. Déjà, oui, c'est vrai. On l'avait jamais vu avant. C'est vrai, à part faire tu vois, il est pas dégueu, quoi. Ouais. Mais c'est même le plus grand sorcier de tous les temps. Voilà. Après Merlin. Même Voldemort se défend vachement bien. Enfin, c'est. Oui, un peu quand même. Ouais. C'est vraiment. Moi, je trouve une des scènes les plus marquantes du film. En tout cas, moi, si je dois m'en rappeler, c'est ça. Et de l'ambiance qu'il y a justement à ce moment-là dans le ministère, qui est vers
Et puis on a quand même on a une armée de mange-morts qui vient s'attaquer à des gamins. Enfin, là aussi, on se rend compte qu'il y a des choses, il y a des enjeux qui vont au-delà de la simple cohérence normale de ce qu'on peut admettre dans un combat légitime, quoi. Après, dans une école, de manière générale. Ils sont plus dedans, mais dans un ministère, c'est pas beaucoup plus glorieux non plus. Moi, j'ai toujours la voix de Bellatrix dans ma tête. Moi, j'adore. Sirius Black. Elle apparaît. Moi, j'adore Bellatrix. Sa folie je suis passionnée par le personnage. L'actrice aussi, là, il y a un casting de ma boule. Elle est incroyable. Elle est parfaite. Incroyable. Et elle fait une entrée. D'ailleurs, elle l'a tellement bien incarnée. Ça, c'est une anecdote de tournage. Quand elle tient Anjou Neuville, elle lui a quand même percé le tympan. Ah oui, quand elle lui met la baguette dans l'oreille. Aïe. Peut-être qu'en fait, elle était née et qu'elle a fait sa carrière pour avoir ce rôle, ça m'étonnerait qu'à moitié. Quoi. Après, elle en a fait énormément. C'est incroyable. Ouais, mais bon, c'est une très très grande actrice. C'est le rôle qui lui va le mieux. Elle a fait beaucoup de très beaux rôles, mais c'est vrai que celui-là est terriblement bien fait. Marla dans Fight Club, elle le tient bien aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a une belle interprétation. C'est une bonne actrice. La Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, elle est incroyable aussi. Mais là, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle dans le rôle de Bellatrix Lestrange. Et très bon personnage aussi, d'ailleurs. Je trouve qui arrive sur le tard. Et moi aussi, vraiment. Je la trouve top, quoi. Et puis elle, pour le coup, elle fait partie des gros méchants de la saga. Méchants, mais contrairement à Ombrage qui est méchante par envie, elle est là parce qu'elle a besoin d'exister aux yeux de Voldemort. Et il faut qu'elle prouve. Donc il y a quelque chose qui est assez enfantin finalement de le rapport au père ou autre chose, mais d'avoir besoin de faire ses preuves, d'être là, d'être toujours récompensé. Regarde, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. C'est un peu il y a quelque chose d'un peu candide dans sa folie, dans sa méchanceté, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est clairement de l'amour. Elle le dit dans le 6 ou le 7, elle dit qu'elle s'approche de lui quand elle est folle de lui. Elle est folle de lui, c'est ça le terme. D'ailleurs, on n'entend pas parler de son mari, qui est quand même là tout au long. Ouais, c'est vrai. Mais Mishkin, il doit être. Enfin, nous ne sommes pas là pour régler les problèmes. J'ose même pas imaginer Voldemort et Bellatrix ensemble au secours, s'il vous plaît. Préservez-moi. Il n'y a aucune sexualisation dans cette saga, à aucun moment. Il n'y a pas un moment quand il induit des images chez Ron pour essayer de le rendre furieux. Alors c'est peut-être pas dans les films, mais c'est dans les livres. Ouais, et il met une image. Il met une image de qui sont nus, Harry et Hermione nus en train de s'embrasser. Ah oui. Ouais. Ça doit être le seul, la seule esquisse. À part un baiser un peu prémouillé, c'est bien tout ce qui se passe. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas besoin de ça, hein. Non. Ouais, enfin, on aurait pu y aller quand même, quoi. Ça aurait pas été. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Frustration par ici. Non, mais je me dis, tu sais, justement, quand tu parles du fait que tu fais un suivi d'adolescents, que tu grandis avec eux, qu'ils arrivent à 17 ans. Mais à quel moment ils étaient en sécurité dans un lit, quoi. C'est clair. Enfin, excuse-moi, mais ils vont bien trouver le temps. Enfin, il faut bien qu'ils fassent un peu des efforts aussi. Mais non, mais tu vois, dans le 6, typiquement, c'était jouable. Tu vois, ils ont 16-17 ans. Dans les reliques, sans parler d'aller sur un truc, tu vois, au moins soumettre. En parlant de ça, on m'avait acheté il y a quelques temps un Philosophie Magazine sur Harry Potter. Ouais. Et j'ai pas tout lu, mais en gros, ils parlaient de plusieurs choses, et notamment de la cape d'invisibilité. À quel moment Harry, adolescent, a une cape d'invisibilité et il va pas se promener. Il va pas checker les. Alors il peut pas aller dans le dortoir. Il peut pas aller dans le dortoir. Peut-être pas Harry, mais Ron, il a au moins eu l'idée. Non mais enfin tu vois. Ouais, mais j'avoue. Il parle de ça, jusqu'à quel moment le bien triomphe. Et, en fait, c'est ce dont il parle dans l'article, c'est est-ce qu'on est tous honnêtes ou alors est-ce qu'on est honnête parce qu'on a peur de se faire attraper. Et si jamais on te donne une cape d'invisibilité où tu es sûr que tu ne te feras jamais voir, où tu es sûr que personne ne peut savoir que tu es là, jusqu'à quel point tu es honnête. Et puis à quel point tu as envie de savoir, parce que je me suis posé la question quand en préparant un peu l'émission, en regardant plein de choses, je me suis dit quel genre d'artefact magique tu aurais envie d'avoir. Et la cape d'invisibilité, je suis pas sûre que j'aurais envie de l'avoir parce qu'en fait, tu peux aussi découvrir des choses que tu n'as vraiment pas envie de découvrir. Et une fois que tu les as vues, tu peux pas effacer, c'est foutu, quoi. Il y a des objets comme ça qui te donnent... C'est un peu limite, quoi, le pouvoir que tu peux avoir avec. C'est une bonne question, ça serait quoi, vous, un artefact de la saga, la cape? Ben moi, je pense pas, du coup. Moi, je pense qu'à mon avis, ce serait le retourneur de temps, pour avoir plus de temps pour les loisirs. Moi, j'étais vraiment basée sur les reliques, les trois. Sur les reliques. De manière générale, sur n'importe quel... je sais pas. Moi, je pense à un petit flacon de Félix Félicis, quand même.
Histoire de se prendre une journée où tout se passe. Faut bien choisir ta journée. Un vrai truc de babao, quoi. Tu vois, genre... Moi, je dirais, si on reste dans le monde moldu, la cape d'invisibilité. Ah, moi, ça me ferait si trop peur. Dans le monde des sorciers, la baguette de Shiro, c'est pas trop mal non plus. Tu peux quasiment tout faire avec, quoi. Très Gryffondor, ça. Pas très vouloir. Il était costaud. Dumbledore était à Gryffondor. Ouais. Dumbledore a eu la baguette de Shiro. Très longtemps. Très longtemps. Ouais. Trop longtemps, peut-être. Je suis vieux. Et donc, après ce magnifique combat, la mort de Sirius, il y a aussi cette prophétie dont nous parlons depuis tout à l'heure, mais que nous n'avons pas énoncée, qui dit qu'en gros, Voldemort sera défait par un enfant né en juillet, de parents qui, par 3 fois, l'ont défié. Ouais. À quelque chose près, ça doit être ça. Et donc, ce qui explique que Voldemort ait lancé une attaque sur les Potter, parce qu'en fait, il voulait détruire Harry, et que ça a fait un éclair, et que du coup, ça n'a pas marché. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, Neville aussi était potentiellement The Chosen One. Ouais. Potentiellement. Prophétie qui a été rapportée à Voldemort par... Severus. Mais... Il est pas content. Il me regarde quand il dit ça. Pourquoi tu l'as mis dans tes préférés, Severus? Non, je comprends totalement qu'il soit dans tes préférés. Moi, ça m'a pas traversé l'esprit parce que je le déteste tout au long de la saga. Et que, par contre, il a un rôle super important, quoi. Sans lui, ça n'existe pas. Sans lui, Harry meurt. Il a un rôle dans l'ombre. C'est un super personnage. Mais je l'apprécie pas dans le livre. Dans le livre, c'est vraiment le dernier Après, c'est des vrai enfoirés, que dans le livre, il est quand même plus antipathique, effectivement, que dans le film où il y a des petits clins d'œil qui font que bon, et puis bon, l'acteur aussi joue beaucoup. C'est vrai que dans ça le va être livre, dur. Il était parfait. Alan Rickman était incroyable. Il était parfait. Rôle, il était, Et il a pas su du tout tout le reste de l'histoire. Il le savait pas. Il était gardé dans l'ignorance exprès. Pour qu'il continue à jouer très bien comme il le faisait. Il a fini les derniers films où il joue Rogue, il a au moins 60 ans, 65. Oh, quelque chose comme ça, je dirais. Ça se voit pas. Enfin, tu vois, il a quand même un... Il avait pris un coup de vieux sur les après, il a pris un coup de vieux sur la fin de sa vie. Mais incroyable, en tout cas, ouais. Et du coup, c'est Rogue qui balance à Voldemort. Et le livre se finit à peu près là-dessus, plus ou moins. Ça se prend le chou un peu dans le bureau. Dumbledore dit... Harry casse toutes les affaires de Dumbledore. Oui, c'est ça, il est vénère. Mais putain, a raison, quoi. Oui, complètement. Mais maintenant, le ministère de la magie, c'est que Lord Voldemort est de retour. Ouais. C'est ça. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'il faut l'assumer. Oui. Et surtout, c'est ça. Après avoir passé un an... C'est pas une information pratique. C'est là où on voit que ça reste de la politique, parce que Fudge reste au ministère, quoi. Malgré toutes ces bourdes, c'est plus le ministre. Il en a pas pour long feu, parce que Scrimgeour doit arriver début du 6. Ouais, mais il reste conseiller de Scrimgeour. Et donc, début du sixième opus, qui, moi, est dans mes préférés. Oui, moi aussi. Largement. Le 6 et le 7. Largement. Mais il est tellement sombre, celui-là aussi. C'est un truc. Mais on en parle là. On attaque le vrai du vrai, du dur, du dark, tout de suite après ce jingle.